Donc, comme je disais que le spermogramme allait être notre gagne-pain, parce que finalement, c'est un peu comme la NFS, le récré, etc. Le bilan de base, il faut en faire un maximum pour que votre labo puisse avoir l'étiquette d'un laboratoire qui fait de la fertilité. Il faut le faire correctement. Il faut aider le médecin à interpréter. Donc, il ne s'agit pas de donner des chiffres. Faites des conclusions pertinentes qui vont orienter le médecin vers tel ou tel thérapeutique. Même parfois, vous pouvez dans la conclusion mettre, il faut vérifier ces chiffres-là, il faut les confronter aux données biologiques autres, etc. Donc, il faut créer le dialogue avec le médecin. Le médecin, pas forcément, sont pas tous, surtout les généralistes, sont pas tous spécialistes en fertilité. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'orientation parce que un sperme très 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 mauvais, il n'a rien à faire chez un généraliste. Il faut qu'il apprenne à le confier à un centre de fertilité parce que ce n'est que de temps perdu pour le couple et pour la femme particulièrement qui perd, comme tout le monde sait, sa réserve ovarienne au fur et à mesure des années. Donc, je vais rapidement vous relater une étude qui a montré en 2015, qui a été faite par une société savante marocaine, c'est CMMR, qui a remarqué quand même que sur 1034 couples, près de 12% de la population marocaine souffre d'infertilité. Et ça fait à peu près 1 800 000 personnes, c'est quand même beaucoup, sur un petit échantillon. Si on extrapole en pas moins de 2 millions de personnes actuellement, parce que cette étude a été faite en 2015. Maintenant, je pourrais dire qu'il y a 2 millions de femmes infertiles. Ça fait beaucoup, beaucoup de souffrance, beaucoup de travail. Heureusement que l'État se mêle maintenant de ça. Il y a maintenant une loi qui a été votée, la 47-14 en 2019, qui a reconnu l'infertilité dans notre pays comme une maladie. Et donc forcément, il y a un remboursement des frais médicaux qui ont commencé. Il y a déjà les médicaments qui ont commencé. Et moi, je figure dans un comité pour formuler les frais, pour évaluer les frais de biologie de la reproduction dans les fécondations in vitro, les différents types de prestations qu'on peut offrir, l'insémination, prestations d'ICSI, etc. Et donc l'État s'intéresse quelque part donc, à rembourser ces frais. Et donc vous allez voir de plus en plus de demandes dans ce sens. Si on résume un peu dans cette étude, l'homme est autant impliqué que la femme. Bien sûr, de façon mixte ou isolée, l'homme est autant impliqué que la femme dans l'infertilité. Donc il faut savoir dire ça au couple. Quand il se présente avec des retards d'infertilité, l'origine peut être mixte. Donc monsieur, ça ne vient pas de votre femme, pas forcément. Ça peut venir de vous. Donc forcément, il faut qu'ils arrêtent d'accuser la femme. Donc c'est des croyances anciennes. Maintenant, la science a montré que l'homme était autant impliqué que la femme. Maintenant, quelles sont les origines de l'infertilité masculine de façon générale? Avant d'attaquer le spermogramme, bien entendu, peuvent être d'origine d'une malformation anatomique, bien entendu. Elles peuvent être psychologiques, tout le monde sait tout le problème de vaginisme que vit nos couples, surtout après donc, des mariages traditionnels, tous ces problèmes-là. Des problèmes infectieux, c'est normal, c'est fréquent. Toutes les infections non traitées peuvent obstruer les trompes ou altérer carrément les épididymes et ça tombera dans les problèmes d'infection, d'infertilité. Des problèmes fonctionnels, on peut avoir des spermes tout à fait normaux. Vous allez rendre les paramètres normaux, mais ça n'exclut pas qu'il y ait un problème fonctionnel, qu'il y a une enzyme qui manque dans le circuit de fécondation, ou quelque chose qui manque qui fait que ça ne féconde pas. Donc, le sperme normal n'existe pas. Vous pouvez dire globalement, ces paramètres sont normaux, globalement, mais vous ne dites pas ce sperme est normal et fécondant, c'est impossible, avec un spermogramme classique conventionnel. Bien sûr, les insuffisances testiculaires, et les plus connues, c'est celles qui sont bien sûr liées à la prise de testostérone par certains athlètes. Ça, par un effet feedback négatif, on va voir ça, bloque un peu l'hypophyse et les testicules ne sont plus stimulés par la FSH/LH dont a parlé le professeur Monsef El Khalifa, donc pour stimuler les Leydig et les Sertoli. Bien sûr, l'environnement et alimentation. Maintenant, bien entendu, tout le monde sait que l'environnement toxique est délétère pour la spermatogénèse. L'alimentation déséquilibrée également délétère pour la spermatogénèse. Les déséquilibres chromosomiques, maintenant, les sociétés savantes parlent de la nécessité d'un karyotype constitutionnel dans les spermes très altérés, parce qu'il y a beaucoup de translocations, il y a beaucoup d'inversions, il y a énormément de pathologies, d'anomalies de nombre, etc., qui sont impliquées dans l'hypospermatogénèse.
les problèmes de déséquilibre alimentaire, bien sûr, des régimes très sévères et tout ça, ça peut engendrer des déséquilibres au niveau de la spermatogénèse. Les mutations géniques, on va voir ça, comme l'AZF par exemple, ou comme l'ORCAC dans la macrocéphalie, etc. Donc il y a une partie des infertilités masculines d'origine purement génétique, et malheureusement, on la voit plus dans les pays à consanguinité élevée comme la nôtre. Tous les pays du bassin méditerranéen ont une consanguinité, donc dans les mariages, un ratio élevé, qui fait que cette partie des infections, des causes d'infertilité masculine d'origine génétique est élevée. Et bien entendu, il y a aussi des spermes altérés de façon totalement idiopathique que tous les médecins essaient de chercher et ne trouvent pas. Et tout ça, à la fin, c'est comment nous on fait le constat. On fait le constat qu'il y a un problème, c'est par l'analyse de sperme. Le sperme est altéré, on l'annonce au couple, et à partir de ça, on va commencer les investigations et les explorations en vue d'une thérapeutique précise. J'ai repris cette méta-analyse d'une revue en fait d'Agarwal qui nous dit que sur une grande large cohorte, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que 50% des infertilités masculines qui se présentaient dans sa clinique étaient inexpliquées. C'est-à-dire que la personne avait un sperme très altéré, mais il ne trouvait pas pourquoi. L'échographie testiculaire est bonne, la personne ne vit pas dans un monde particulièrement toxique, sa vie, son alimentation est équilibrée, et pourtant le sperme est altéré. Donc finalement, il y a énormément de causes idiopathiques. Parce qu'on va vous demander certainement, monsieur, qu'est-ce que je dois faire? D'où vient ça? Mais il faut dire, on ne va pas dire vous êtes né avec ça. Vous dites, à moi ce que je dis au couple, on travaille sur le constat. Vous arrivez au jour J chez nous, on constate qu'il y a une oligospermie, on doit se débrouiller avec cette oligospermie. On ne va pas savoir d'où elle vient parce que 50% on ne sait pas. Donc il faut dire aux gens, il ne faut pas leur dire imaginer des causes qui n'existent pas. Il faut leur dire 50% des causes des infertilités masculines sont inexpliquées et que ça peut être idiopathique, comme ça peut être de naissance, comme ça peut être... Mais c'est une excellente revue. Donc on passe à l'analyse de sperme. Qu'est-ce que c'est le sperme? Bien sûr, c'est un liquide jaunâtre qui est émis lors d'une éjaculation ou un rapport. Donc forcément... il y a beaucoup de glandes qui y contribuent. Le liquide mélange de plusieurs sécrétions, plus de 500 protéines identifiées. Il y a énormément également de ce qu'on appelle des micro-RNA, des protéines spécifiques, des interleukines, des prostaglandines. Le liquide séminal en lui-même peut être une mine d'or pour la recherche et pour les explorations des infertilités. Donc globalement, 65% de la sécrétion sont de vésicules séminales, 25% prostatiques, 5% bulbo-urétral et 5% épididymère, globalement. Donc, vous imaginez, dans les situations par exemple, d'agénésie de la vésicule séminale, on aura un volume très bas, puisque la vésicule séminale, elle représente 65% de la sécrétion dans un sperme. Je reprends donc les dernières recommandations de l'Association française d'urologie et donc de la Société d'andrologie de langue française, et aussi des derniers rapports de l'Association d'urologie européenne d'urologie, américaine d'urologie et l'American Society for Reproductive Medicine. Ils ont tous mis en exergue le spermogramme comme premier geste d'exploration d'un couple. Quand un couple se présente, la première chose à faire, il ne faut pas aller explorer la femme avec des dosages coûteux, avec des explorations, des radio-hysterosalpingographie douloureuses, etc. Commencez par un spermogramme, vous avez une idée. Déjà, vous pouvez écarter 50% des problèmes. S'il est normal, on peut aller vers la femme, mais déjà, s'il est très altéré, on peut ne pas toucher la femme dans un premier temps parce que la femme est malheureusement relativement invasive, l'exploration de la femme. Les dosages hormonaux sont chers. Je ne sais pas vous dire ça, mais il faut réfléchir un peu à la place du couple parce que les pauvres, ils souffrent. Donc il faut un peu être pratique et logique dans l'exploration de l'infertilité. Commencer par un spermogramme, c'est le mot-clé. Vous ne pouvez pas parler à un couple d'infertilité si vous n'avez pas un spermogramme entre les mains. Donc là, bien entendu, c'est la liste des guides. Là, globalement, l'analyse de sperme depuis 1980 jusqu'à 2021, exactement avril, je pense, 2021, il y a eu 6 guides au total sur 40 ans.
Donc, il y a eu une amélioration des guides. Donc, il y a beaucoup d'analyses, d'examens qui ont été intégrés au fur et à mesure de l'évolution des examens. Et donc, par exemple, une partie, au début, c'était par exemple la 5e édition, parce qu'on ne va pas parler des anciennes. Là, je parlerai de l'avant-dernière, de 2010 et de 2021, la dernière. Donc, parce qu'il y a une ressemblance et il y a une petite modification. Parce qu'il y a beaucoup de labos qui travaillent encore avec l'édition de 2010. La majorité, je dirais, parce que la 2021 n'est pas encore vulgarisée. Elle est récente, décembre, je ne sais pas, courant 2021, je pense fin d'année. Mais les gens commencent un peu à la connaître depuis 2022, 23. 22 et 23 exactement. Donc voilà, une partie qui a été au départ dans la 5e édition, on parle de cryopréservation de sperme, on parle aussi d'analyse de sperme testiculaire épididymère, donc dans les azoospermies, on parle de protocole d'assurance qualité qu'on va voir tout à l'heure, on parle d'outils de mise en pratique du guide, c'est-à-dire revue des procédures pour bien sûr que les analyses soient reproductibles. Et bien sûr l'introduction de la spermoculture, les procédures de laboratoire et de spermoculture particulièrement. Ici, c'est les articles, si vous voulez un peu les lire, qui ont servi à l'élaboration un peu de cette 5e édition, pardon, de la 6e édition. C'est des articles assez récents quand même, c'est 3500 personnes sur 11 pays et 5 continents, c'est quand même assez concluant comme analyse. Alors, si on parle de la 6e édition, quel est l'objectif? C'est bien entendu avoir des informations fiables sur le sperme et travailler avec des procédures standardisées et appropriées de la collecte de l'examen de la collecte du sperme à l'examen complet des paramètres spermatiques. Et ils ont inclus et insisté sur la collecte. Nous, on a tendance à oublier la collecte, mais faites très attention. Bien entendu, on est confronté à des problèmes d'émission à domicile. Tout le monde a, soit il n'a pas de place au labo, ou par exemple, voilà, où le couple ne désire faire l'émission à domicile. On va falloir composer avec cette donnée, mais il va falloir être strict sur le lieu d'émission, sur la durée entre l'émission et le transport, les modalités de transport, et surtout, j'ajouterai aussi, par exemple, vous savez, en ce moment, s'il vous amène le sperme à 7h30 du mat, il fait 7 degrés, 8 degrés. Donc, s'il met 3/4 d'heure à 8 degrés ou 9 ou 10, c'est quand même, il y a une altération de la mobilité. Donc, il y a des paramètres, il faut tenir compte d'un certain nombre de critères au niveau de données préanalytiques qui vont retentir forcément sur le résultat des analyses et la qualité des analyses. Donc, cette dernière édition insiste beaucoup sur la phase préanalytique. Elle doit être ficelée, elle doit être absolument blindée, parce qu'à partir de ça, à partir de ça qu'on peut avoir un résultat fiable. D'ailleurs, ils ont évalué à plus de 50% des erreurs viennent de la phase préanalytique. Donc les pertes d'une partie de fraction de sperme, les émissions non conformes, une toxicité dans le lubrifiant, le long time entre l'émission et la première analyse, le cheminement entre le domicile. Ils ont estimé que 50% des erreurs qu'on peut faire sur un sperme provenaient uniquement de la phase préanalytique. Donc ouvrez les yeux sur la phase préanalytique, c'est très important. Enfin, il faut établir un formulaire, je pense, au labo, avec l'heure d'émission, méthode utilisée, rapport ou s'il ne peut pas, bon, masturbation, etc. Lubrifiant utilisé, est-ce qu'il a été fourni par le labo ou un lubrifiant, prohiber la salive, etc., etc. Il y a on peut faire un canevas à respecter comme les patients, avec bien sûr la durée d'abstinence pour bien entendu respecter les 2 à 7 jours de l'OMS, bien que 7 jours c'est un peu beaucoup. Moi je préfère 2 à 5 jours maximum. La 6e édition, donc, elle a changé de retenue, c'est des modifications de valeur de seuil, on va en parler de toute façon ça rapidement. La mobilité, il y a plus, on parle de 4 classes, on va en reparler. Importance des détails de la morphologie aussi, surtout l'indice de tératosospermie et la suppression du test de Huner, parce que le test de Huner, nous, avant, on disait que si les couples n'arrivaient, ou le mari est récalcitrant, il ne veut pas venir au labo, on va essayer d'avoir au couple qu'ils aient un rapport et que le lendemain, on fait un prélèvement de la glaire, on essaie d'évaluer le sperme de façon indirecte par la glaire. Malheureusement, c'est faux parce que il faut d'abord avoir une bonne glaire, il faut respecter les temps, il ne faut pas que la femme ait une glaire hostile qui est toxique.
Il faut que le prélèvement soit bien fait au niveau endocervical. Et encore, on n'a qu'une idée grossière du sperme. Donc, il faut surtout abolir cette croyance de déduire le sperme à partir d'une glaire parce que l'homme ne veut pas le donner. On peut au maximum l'autoriser à faire le spermogramme à la maison. C'est tout ce qu'on peut autoriser, mais pas déduire un spermogramme à partir d'un test de unaire classique. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce que j'ai déjà dit. L'OMS 2020, la dernière édition, elle a supprimé ces dénominatifs de normozoospermie, nécrozoospermie, asténo et térato. Pourquoi? Parce que d'abord, ça fait peur aux patients quand il lit ça. Il croit qu'il est malade, alors que parfois c'est petite mobilité qui peut ne pas être retrouvée dans un contrôle. Donc pourquoi lui l'étiqueter asténo? Une oligospermie, parfois, elle n'est pas reproduite. Elle peut être juste à 13 millions. La norme est à 15. Elle peut être à 13. Elle n'est pas forcément retrouvée ultérieurement. Donc forcément, ils ont aboli ces normes. Vous pouvez dire nombre de spermatozoïdes légèrement diminué à recontrôler sur un deuxième prélèvement. Ça passe pour tout le monde, pour le médecin et pour le patient. Légèrement diminué. Ou mobilité B ou A, par exemple, légèrement diminuée à vérifier sur un deuxième échantillon, etc., etc. Vous pouvez donc être très doux dans les conclusions pour ne pas créer un peu le traumatisme au niveau du couple, parce que, croyez-moi, il y a énormément de conflits à partir d'un simple mot qui est écrit. La femme dit que ça vient de l'homme, des choses comme ça. Bon, le labo, quand même, elle a sa responsabilité. Et je pense que cette édition 2021, elle a carrément aboli ces termes pour justement être plus doux dans les conclusions. Donc, les seuils de référence ne sont pas suffisants. Il faut donc maintenant, la 6e édition ne parle plus de seuil de référence. En fait, elle parle de seuil décisionnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un problème de couple en infertilité présumée masculine, parce que la femme, apparemment, bon, elle n'a pas de problème, elle est jeune, pas de souci. Mais on suppose que la femme donc n'a rien. Et l'homme, donc, on ne dit pas qu'il est oligo ou il est azo, enfin, il est oligo-asténo, on va dire qu'au-dessous d'un certain seuil, il faut faire telle chose. Donc, cette édition, elle a été plus pratique. Donc, elle a parlé plus de seuil de décision thérapeutique et quoi faire dans telle situation. Donc, c'est ça l'intérêt de cette interprétation de donc cette édition. Elle est téléchargeable sur Internet. Elle est très longue, 350 pages ou je ne sais pas combien, donc ça fait beaucoup de travail si vous voulez le lire. Je suis en train de la résumer, mais bon, grosso modo, je vous dis un peu, elle a essayé d'être plus humaine, un peu, en quelque part. Donc elle est là pour aider le médecin et pour dédramatiser les problèmes dans le couple. Donc voilà un peu la 6e édition. Là en gris, elle permet l'aide au diagnostic de la fertilité, à évaluer la santé reproductive masculine, à guider le choix de la procédure de l'assistance médicale à la procréation à choisir après, à surveiller la réponse au traitement, à mesurer l'efficacité d'une contraception masculine, à mettre à jour des procédures d'analyse sperme et à éliminer donc, tout ce qui est test périmé. Donc forcément, avant, il y avait uniquement un manuel qui parlait de ce test seuil et donc pas d'arbre décisionnel. L'aspect macroscopique, donc tout le monde sait que le spermogramme a l'air donc aspect jaunâtre, comme ça, liquide visqueux à l'émission. Le délai, c'est 2 à 7 jours, bien que je préfère 2 à 5 jours. Donc c'est relativement... La relation est linéaire avec, bien sûr, le volume, la concentration et le nombre de spermatozoïdes. Alors, la liquéfaction. La liquéfaction, c'est une étape très importante. Elle doit être inférieure à 1 heure. Donc, l'idéal, c'est 30 minutes. Donc, l'OMS parle de 37 degrés, alors que normalement, avant, on l'a posé sur la paillasse, on l'a posé un peu partout. Mais là, elle parle de 37 degrés, donc c'est le manuel. Il faut pratiquer pendant cette demi-heure pratiquement des mouvements lents de tourbillon, surtout quand elle est élevée, là, c'est gênant. Et quand elle est normale, en général, on n'a pas besoin. Mais si vous avez par exemple un sperme qui reste après 1 heure gélifié, ça, une insuffisance prostatique sévère,
Ça peut être une source d'infertilité. Donc, il faudrait être un peu respecter cette procédure de tourbillement pour être sûr que les enzymes prostatiques se mélangent avec le liquide séminal. Dans le liquide séminal, pour liquéfier tout ce qui est protéines. Donc, on ajoute 30 minutes pour voir un peu si vraiment, réellement, il a du mal à se liquéfier avant de rendre un sperme hyper visqueux dans le rapport. Et donc, faire des explorations au niveau de la vésicule séminale, au niveau de la prostate surtout, parce que les enzymes protéolytiques sont d'origine prostatique. Inclusion dans le rapport, bien entendu, final. Après 60 minutes, les échantillons pas complètement liquéfiés. Bien entendu, comme j'ai dit, il faut absolument noter les spermes hyper visqueux. Parfois, il y a des granules gélatineux qui ne se liquéfient pas, ne semblent pas avoir lieu de signification. C'est-à-dire le sperme, il est liquéfié, mais quand vous le mettez entre la lame et le microscope, vous avez des granules gélatineux, mais ça, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas beaucoup de conséquences sur la fertilité. Donc, globalement, il faut voir juste cette liquéfaction. L'aspect de l'éjaculat liquéfié normal, l'aspect doit être homogène, gris, opalescent, bien sûr. Bien entendu, cet aspect peut nous aider au diagnostic. Quand il est un peu transparent, ça veut dire qu'il y a une oligospermie. Ça peut aider. Quand il est légèrement jaunâtre, en général dans les abstinences prolongées, quand il est rouge-brun, quand il y a des globules rouges, oui, dans les hémospermies, on peut avoir une couleur qui tend vers le brun, vers le rouge. Donc, quand il est parfois jaune, il y a des médicaments hépatotoxiques. La couleur anormale il faut la signaler parce qu'elle peut nous aider sur l'existence d'une pathologie sous-jacente ou d'une prise de médicaments. L'odeur, maintenant, elle a été introduite dans la 6e édition, mais elle n'existait pas avant. Bon, malheureusement, cette odeur, elle est très difficile à pratiquer parce que c'est juste pour être sûr qu'il n'y a pas d'urine dans le sperme et que l'éjaculat est purement d'origine. Donc, c'est un vrai sperme. Malheureusement, c'est contraire aux pratiques de sécurité dans la standardisation. D'abord, c'est très difficile de standardiser une odeur parce que c'est quand même subjectif. Et puis, c'est pas évident quand même sur le plan sécurité sanitaire quand vous avez 15 spermes à sentir l'odeur, c'est pas facile. Bon, c'est critiquable. Ce paramètre est critiquable, mais néanmoins, il figure donc dans les recommandations de la 6e édition. Donc la sécurité du personnel. Le pH, bien entendu, le pH, c'est une mesure directe. Il reflète l'activité de la prostate et de la vésicule séminale. Son intérêt est relativement faible, mais quand même, il est intéressant dans les valeurs extrêmes. Les petites variations, il est légèrement basique, dans 7 à 8, entre neutre et basique. Mais bien entendu, quand il est trop acide ou trop basique, oui, il a un intérêt. Un intérêt parce que les deux glandes majeures, c'est comme la prostate et la vésicule séminale, c'est eux qui sécrètent les sécrétions, les tampons qui s'équilibrent. Donc, quand il y a un déséquilibre au niveau du pH, ça reflète bien sûr une pathologie au niveau de ces organes. Cependant, quand même, un pH très bas indique un manque de liquide vésicule séminal alcalin, très important, et pouvant être dû à une contamination urinaire. Faites attention également par les urines, parce que les urines, quand ils sont contaminés, ils sont acides, donc ils modifient complètement le pH. C'est pour cela d'ailleurs que c'était introduit dans l'analyse. Le volume, la meilleure technique donc d'évaluation, c'est la pesée. 1 gramme égale 1 ml, c'est vrai, après la tare du flacon. Mais bon, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de fraction perdue, parce que le volume, il a son importance, parce que bien sûr, il y a des normes, c'est à respecter, pas à respecter, des normes qui reflètent le bon fonctionnement de l'appareil génital. Mais l'évaluation au laboratoire par pesée, c'est la référence, parce que c'est très difficile de pipeter un sperme pour avoir le volume. Le volume doit être quand même exact parce qu'on doit suivre une opération, suivre une évolution d'une pathologie. On a besoin de voir un peu si le volume est constant ou s'il évolue vers le haut, etc. Donc, c'est une mesure quand même qui est impliquée dans la qualité d'évaluation d'un sperme. L'examen microscopique, donc tout le monde connaît, la numération de sperme. Cependant, la cellule de Neubauer reste la technique de référence. Si on ne doit pas travailler avec cellule de Neubauer, c'est-à-dire si on utilise une Malassez ou une Maclair ou autre, il faut valider ça au niveau de votre labo de concordance.
Bien entendu, il faut diluer le sperme ici, il est très concentré, bien homogénéiser euh, avant de pratiquer la numération. Les prises d'essai doivent être minimum de 50 microlitres, au moins 50 microlitres pour évaluer une bonne numération. Et les seuils décisionnels de cette 6e édition est placé à 16 millions par éjaculat, ou 39 millions, pardon, 16 millions par millilitre ou 39 millions par éjaculat à peu près. N'oubliez pas la cryptozoospermie, donc tout ce qui est sperme extrêmement rare. Ça peut être intermittent. Vous pouvez mettre par exemple un sperme, aujourd'hui vous voyez rien au microscope, et 3 jours après vous voyez quelques rares spermatozoïdes. Ça, donc c'est très important de bien centrifuger le sperme avant de rendre 0 spermatozoïde d'abord. Et si vous en trouvez quelques-uns très rares, de mettre sur votre rapport ce sperme est une indication pour la congélation. Il faut le conserver parce que un jour, aujourd'hui, par exemple ce mois-ci ou 6 mois, il va vous donner quelques spermatozoïdes une fois sur 2 ou une fois sur 3, mais dans 6 mois, il ne vous donnera plus rien. Ça y est, ça sera azospermie. Mais faites attention, mettez dans le rapport s'il faut, dans les situations extrêmes, que la personne doit préserver sa fertilité, doit congeler son sperme dans un centre agréé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir avec des anciens rapports de quelques spermatozoïdes, 20 000, 100 000 par millilitre, après 0, et on essaie de remettre toujours 0, et même en biopsie testiculaire 0. Ça veut dire que le biologiste, il y a 2 ans, n'a pas mis ce sperme. Ce serait souhaitable qu'il soit congelé, et la personne a perdu ses chances de fertilité. C'est tout bête, sur 2 lignes, il faut mettre ce sperme à congeler. Donc il faut quand même aider le médecin à orienter le malade vers des centres spécialisés pour faire les congélations dans les situations extrêmes. La mobilité, donc, c'est comme la 5e édition, sauf que cette édition, ils ont réintroduit la mobilité fléchante A, donc c'est ça, donc il y a 4 types, 4 A, B, C, D, en fonction de la mobilité. L'évaluation se fait sur une platine chauffante à 37 degrés. La mobilité A plus B doit être au moins de 30%. Donc forcément, avec une introduction de la mobilité A. C'est très important. La mobilité A, c'est quoi? C'est la mobilité fléchante supérieure à 25 micromètres par seconde. La mobilité B, faiblement progressive, 5,25 micromètres seconde. Classe C, c'est non progressive, en général sur place, moins de 5 micromètres seconde. Et la D, elle est immobile. Donc forcément, ces mobilités, très important. Et ça, moi je dirais que la plupart des erreurs dans un laboratoire peuvent provenir de ça, de cette évaluation de la mobilité. Pourquoi? Parce que bien entendu, elle est subjective. 2 individus ne vont pas lire la A et la B de la même façon, ça dépend. Et en plus, il y a beaucoup de causes d'erreurs. On va voir. Ici la mobilité A, c'est juste un article qui dit que la mobilité A, depuis déjà les années 2000, et ils ont mis l'accent sur l'importance de la mobilité A. C'est pour cela qu'ils l'ont fait enlever en 2010, ils l'ont ramené en 2021. La mobilité A, elle est capitale, mais elle doit être bien évaluée. Elle doit être bien évaluée par le laboratoire. 96 aussi, on parlait ça aussi bien donc, dans la mobilité A, aussi bien dans la fertilité naturelle que dans la fertilité après insémination. Les résultats après insémination, la mobilité A est capitale. Donc elle regagne son intérêt dans la dernière édition. Donc ça, c'est la mobilité A toujours. Regagne d'intérêt dans la dernière édition par rapport à la sperme A plus B. Les tests supprimés, c'est le test donc de UNER. Comme j'ai dit tout à l'heure, il est peu sensible, peu spécifique. Il a une faible valeur prédictive. On doit avoir une glaire de bonne qualité. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, il n'y a pratiquement pas de glaire dans les problèmes de dysovulation. On peut convoquer la patiente, parfois il n'y a pas de glaire. Dans les OPK, par exemple, il n'y a pas de glaire, donc on a des problèmes. Forcément, donc, ce test a été supprimé. Pour la vitalité, c'est important, surtout donc, dans les mobilités inférieures à 40%. Quand on a une bonne mobilité, on n'a pas besoin de vitalité. Mais pour les mobilités inférieures à 40%, oui, il faut l'évaluer. Et donc, le seuil décisionnel de la dernière édition de l'OMS parle de 54%, bien entendu. Et s'il est un peu bas, d'abord, il faut le valider, il faut le vérifier avant de s'engager dans des explorations, en général, infectieuses ou autres. Le spermocytogramme. D'abord, comme j'ai dit, il faut un technicien qualifié, ça c'est capital.
Il y a une technique de référence, bien sûr, le Papanicolaou, mais il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr la Guimsar, Shor, etc. Il y a énormément de techniques de coloration, mais il faudrait juste valider par rapport à la technique de référence répertoriée sur le manuel, c'est tout. Mais il faudrait absolument que vous ayez dans votre labo deux techniciens qualifiés qui se relayent, parce que si parfois un technicien qualifié fait bien le cytogramme, s'il s'absente, le labo va commencer à rendre n'importe quoi. Il faudrait quand même, c'est un sujet sensible, il faut rendre des valeurs précises, et c'est quand même très décisionnel pour le patient, pour le médecin. Un médecin, par exemple, avec une térato presque totale, va orienter directement à l'ICSI, parce qu'il y a très peu de chances de fécondance en naturel, ou même après insémination, dans une térato très sévère, multipolymorphe. Par contre, donc, un sperme apparemment normal, et il va essayer d'autres alternatives, il va essayer de faire des rapports programmés chez le couple. Donc forcément, j'insiste beaucoup sur la formation du personnel. C'est très important. Pas une personne, deux personnes. Il faut prévoir l'absence de l'un et de l'autre. Ici, c'est un petit historique sur l'évolution de la mobilité. Pardon, l'évaluation de la morphologie. Depuis les années 1980 jusqu'à maintenant, regardez, on parlait de 70% de normaux. Maintenant, on parle de 4% de normaux. Tout simplement parce que probablement les techniques d'évaluation, la microscopie a évalué. Peut-être on voit plus les anomalies. Probablement l'hygiène de vie s'est modifiée. Il y a énormément de paramètres qui peuvent expliquer ça. Mais bien sûr, le manuel, comme il est basé sur la conception, les manuels actuels ne parlent plus uniquement de normes. Ils s'adressent à des couples qui ont eu des enfants. C'est-à-dire que si ils disent que 4% c'est normal, c'est qu'avec 4%, il a pu avoir un enfant. C'est ça donc ces manuels actuellement, 2010 et 2021, sont ces manuels, ce qu'on appelle pratiques. Ce ne sont pas des manuels uniquement sur la moyenne des populations. Ils sont fonctionnels. Ils valident un sperme après un enfant. Donc le cytogramme supérieur à 4% doit se faire sur 200 spermatozoïdes minimum. C'est bien sûr les critères stricts de Kruger et de Teigerberg. Les détails des anomalies, maintenant, on parle exactement de 4 classes. Anomalie de la tête, de la pièce intermédiaire, de la pièce principale et le cytoplasme résiduel. Le cytoplasme résiduel, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, nous, les restes cytoplasmiques. Pourquoi ils insistent sur ça? Ils ont ajouté celui-là dans la dernière édition et de l'avant-dernière. C'est surtout dans la dernière, parce que justement, ces paramètres, ce reste cytoplasmique a une activité glycolytique très importante. Il génère énormément de radicaux oxygénés libres. Et comme il y a une proximité avec la base de la tête spermatique, il y a une attaque de l'ADN. Et donc, il y a beaucoup de fragmentation de l'ADN liée à cette activité oxydative liée à l'activité cytolytique. Donc forcément, c'est une classe qui a toute sa place dans l'évaluation de la fertilité. Pour l'indice de tératosospermie, ce qu'on appelait avant l'indice d'anomalie multiple, c'est l'équivalent, ils l'ont mis dans les Extended Examination. Ça veut dire qu'ils ont remarqué que quand il y a plusieurs anomalies sur le même sperme, ça n'altérait pas beaucoup le pouvoir fécondant, donc ils l'ont mis dans un cadre entre guillemets de recherche seulement. Et signaler bien sûr si l'anomalie est monomorphe, bien entendu. Quand vous faites une conclusion sur un spermogramme, dites c'est une anomalie polymorphe affectant tous les organelles du sperme, ou bien c'est une anomalie monomorphe, et donc on va vers, bien entendu, une origine génétique qu'il faudra explorer. Il faudra être précis dans la conclusion des anomalies de la morphologie. C'est là où j'en reviens au système semi-automatisé. Et là, dans la paillasse pratique de spermogramme, je vous ai mis donc la paillasse semi-automatisée également. Pourquoi? Parce que les labos qui ne font pas beaucoup de spermogrammes ou qui débutent et dans le souci de rester dans la qualité, je pense que la semi-automatisation peut aider éventuellement à ne pas rendre des erreurs ou éventuellement à pallier à l'absence d'un technicien compétent. Si le technicien qui a l'habitude de faire qui est absent, le système semi-automatisé, surtout dans la morphologie et dans la mobilité, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la mobilité, c'était subjectif, et dans la morphologie, le système semi-automatisé permet un peu d'aider et réduire le nombre d'erreurs que peut sortir un technicien non qualifié.
Donc ici, un petit résumé de la dernière édition. L'essai décisionnel, volume 1,4 ml. La concentration, 16 millions. La numération par éjaculaire, 39 millions. La mobilité totale, 42%. Et la A plus B, bien entendu, à 30%. Mais c'est surtout la A qui nous intéresse. Ça doit être au moins de 25%. La vitalité, 54%. La mobilité, la morphologie, 4%. Et le leucocyte, moins d'1 million. Ça, donc, c'est les seuils décisionnels dans un spermogramme. Donc, dans un spermogramme, selon l'OMS, je dirais 2010 surtout, parce qu'il n'est pas loin en fait. 2010 et 2021, il y a très peu de différence. 2010-2021, c'est uniquement au niveau de la mobilité où il y a une séparation. Normalement, au niveau ici, je dois enlever le B, supérieur à 30% pour l'édition 2021. Votre rôle dans l'interprétation du bilan spermiologique, là, votre rôle de conseil est très important. Par exemple, dans les petits volumes, vous êtes obligé d'évoquer avec votre patient un contrôle du prélèvement, refaire le prélèvement, recherche d'une éjaculation rétrograde, regarder si l'éjaculation n'est pas complète, si le pH est perturbé, donc regardez s'il y a un défaut de fonctionnement des vésicules séminales. Si vous avez un problème de numération perturbé, donc il faudrait probablement forcément faire recourir le couple à un andrologue qui peut nous aider aussi. C'est quand même important d'avoir un andrologue dans l'équipe. Donc, consultation d'andrologie, le bilan hormonal, le bilan génétique parfois, donc dans les oligos très sévères. Maintenant, toutes les recommandations basses, dans les oligospermies moins de 5 millions, ça peut être dû à des translocations. Donc, il faudrait penser également à faire des karyotypes. L'absence donc de spermatozoïdes, il faut faire attention. Dans les azospermies et cryptozoospermies également, il faut prévoir un bilan génétique, la recherche de la mutation AZF, une biochimie séminale, bilan hormonal, etc. La vitalité, surtout dans le bilan infectieux, quand il est perturbé. Dans les problèmes de mobilité totale basse, dans les asténospermies, donc faire des contrôles, être sûr que le lubrifiant n'est pas toxique, faire des bilans infectieux, faire des spermocultures, des tests de migration survie, et des tests immunologiques. Il y a beaucoup donc, de problèmes d'anticorps antispermatozoïdes qui pourraient être responsables d'asténospermie sévère. Bien sûr, les leucocytes, c'est essentiellement le bilan infectieux, mais ça ne veut rien dire, les leucocytes. On ne peut avoir de germes malgré la présence de leucocytes. Et dans ce cas, je vais vous en parler tout à l'heure. La morphologie, donc, quand elle est altérée, il faudrait avoir un andrologue s'il n'y a pas de problème d'apoptose ou d'exposition aux toxiques ou d'autres types d'années. Il faut vraiment absolument explorer le cas en cas de tératospermie sévère et prolongée. Les examens avancés, je ne vais pas trop y parler parce que ce n'est pas notre objectif, c'est l'objectif. On va en parler uniquement quelques-uns les plus pertinents. Donc la 6e édition parle de quoi? Parle de la fragmentation de l'ADN, on va en parler tout à l'heure, de la vitalité par les tests HOS test, mais ça c'est pour l'AMP, parle de la réaction acrosomique, parle donc de l'évaluation des leucocytes, par le test à la peroxydase, on va en parler tout à l'heure aussi, parle de FISH, le déséquilibre chromosomique des spermatozoïdes, ça aussi on va en parler. La dénaturation de la chromatine également, on va en parler, le sperme, donc le stress oxydant, mais celui-là malheureusement n'a pas fait sa preuve de pertinence, on va en parler sans grande conviction. La fragmentation de l'ADN reste le test le plus pertinent et l'évaluation génétique dans les oligospermies. Il y a également un certain nombre de dosages qui peuvent être intéressants, comme l'interleukine 8 dans les infections. C'est un paramètre spécifique des infections pelviennes. La biochimie séminale, ça a été montré actuellement maintenant que le zinc et un certain nombre de micronutriments, le fructose, tous ces micronutriments sont importants dans l'évaluation de la fertilité masculine. Donc il y a un regain d'intérêt dans la 6e édition de la biochimie séminale, après avoir été perdu pendant une vingtaine d'années carrément. Et le retour au système semi-automatisé dont j'ai parlé tout à l'heure comme aide à la qualité donc, de l'examen du cytogramme. Et la recherche d'anticorps antispermatozoïdes donc dans les infertilités d'origine immunologique. Donc ici, c'est juste pour dire que en 2021, une autre association d'urologie, je pense que c'est l'Européenne Association d'urologie, dans les infertilités masculines, elle a mis l'accent aussi de nouveau sur ces examens complémentaires, particulièrement la dénaturation de l'ADN, la fragmentation de l'ADN, qui devrait être un paramètre pertinent dans les spermes normaux. Quand vous voyez rien,
dans un sperme et le couple est infertile depuis 2 ans, 1 an, enfin 1 an pour le couple jeune, et même rien que 6 mois si la femme est un peu plus âgée, il faut penser à voir si cette fragmentation est très altérée, parce qu'il faut parfois juste la corriger pour rétablir les choses sans aller très loin. Donc c'est un examen complémentaire très important. Par la méthode tunnel, on le fait, c'est très très efficace. Non, c'est très efficace, ça oriente le médecin dans un traitement précis. Donc cette édition donc, de revue européenne d'infertilité masculine, elle a justement trouvé la pertinence avec un niveau de preuve très élevé de l'examen de la fragmentation de l'ADN dans 3 situations. Dans ce qu'on appelle les infertilités inexpliquées, c'est-à-dire un couple marié depuis 1 an, 2 ans, ça ne vient pas, alors tout est normal, infertilité inexpliquée. Dans les fausses couches à répétition, la femme tombe enceinte et de nouveau, elle repère le bébé dans le premier trimestre. Et là, troisièmement, dans les échecs d'AMP, c'est-à-dire quand la femme, par exemple, va faire de la FIV, va faire de l'insime et ça ne marche pas. Donc 3 indications avec un niveau très élevé de preuve qui a été relaté dans cette revue de l'European Society of Andrology. Donc retenez infertilité expliquée, échec d'AMP et donc fausse couche à répétition égale absolument analyser la fragmentation de l'ADN spermatique. Là aussi, il y a plein de sociétés savantes qui reviennent et qui insistent donc sur la même chose. Les dosages hormonaux insistent sur la fragmentation de l'ADN, sur le karyotype, sur la mutation génique AZF et surtout les dosages hormonaux dans les azospermies. Donc forcément, tout ça, on pouvait l'avoir sur Internet. C'est vraiment des analyses pertinentes de l'exploration de l'homme infertile. Ici, c'est une synthèse qui vient d'être faite par le docteur Boitrel. C'est une professeure donc, des universités en France et qui a relaté un certain nombre de choses sur la base de cette 6e édition. Elle a fait une synthèse de la 6e édition en résumant quels sont les points faibles, forts, les faiblesses et les risques. Les points forts, bien entendu, ça permet une gestion globale de l'infertilité masculine. On ne parle plus de normes de sperme, on parle de gestion de l'infertilité masculine. Et elle a intégré dans beaucoup de pays dans cette analyse. Il y a des procédures détaillées, donc étape par étape. Il y a une assurance qualité qui fait partie du perfectionnement donc du système. Il y a aussi présente la fragmentation de l'ADN et l'analyse fiche comme des examens étendus, mais néanmoins très utiles. Il faut juste délimiter les recommandations, les indications. Et bien sûr, elle explique que les normes qu'elle fournit, les 5e percentiles, bien entendu, c'est pas du tout une seuil de normalité. C'est justement c'est un seuil décisionnel justement pour traiter l'infertilité masculine seulement. Donc ne faites pas trop attention à ces petites normes qu'on a sur les côtés, ça ne veut rien dire. Par exemple, on vous met 16 millions par ml. Mais si la femme est jeune, n'a rien, elle ovule bien, avec 13 millions, ça marche aussi bien. Donc il ne faut pas être très rigoureux dans l'interprétation d'un spermogramme. Il faut un peu réfléchir, parce que même entre éjaculats, on peut avoir des variations. C'est-à-dire la personne qui fait aujourd'hui spermogramme, elle revient 3 jours après, vous pouvez avoir 1 million de plus, 2 millions de plus. Donc il ne faut pas être rigoureux, ça ne sert à rien. Il faut une analyse globale du couple. Les faiblesses, bien sûr, il y a manque certains pays, manque des seuils de référencement, bien entendu, qui sont remplacés par des intervalles de décision, manque des indications, des critères, disons, d'interprétation de la fragmentation de l'ADN, manque de valeur de seuil pour l'analyse étendue du sperme, etc. Bon, ça, les faiblesses, c'est un peu toutes les nouvelles choses qu'ils ont introduites de façon juste arbitraire. Ils l'ont annoncé, mais ils n'ont pas donné comment utiliser ces nouveaux tests et ces nouveaux paramètres. Bon, les opportunités, bien entendu, il y a possibilité d'incorporer les tests épigénétiques et stress-oxydants. Il y a l'élaboration de guides actuels, mais ça, c'est bon, c'est un peu pas notre sujet, c'est une vue de l'auteur. Les risques, bien entendu, c'est l'abondance des détails techniques qui fait que la majorité des laboratoires travaillent encore avec la 5e édition de 2010. Donc c'est ça ce qui est risqué. Il est très, très, très volumineux. Cette édition est très riche en informations. Ce n'est pas une bonne chose pour le praticien.
Les sources d'erreur, je vais aller très vite pour que vous sachiez. Comme je vous dis, le préanalytique représente plus de 50% des erreurs. Donc, il faut absolument récolter toutes les informations du patient, s'assurer de la conformité du prélèvement, surtout si vous faites beaucoup, modalité de réception d'échantillons au laboratoire, domicile ou pas, avec la température, la durée, etc. Le temps écoulé entre la réception et le traitement initial de sperme, c'est-à-dire au laboratoire, si il rentre dans une paillasse où il y a une seule personne qui a 1000 choses à faire, bien sûr, elle va oublier le sperme et va le lire 2 heures après, et c'est la catastrophe parce qu'il va rendre n'importe quoi en matière de mobilité. Donc, il faut faire attention. Au niveau de la numération, il y a une étude ancienne de Paulsen qui a montré justement qu'entre plusieurs émissions, même une semaine, chez le même individu, il y a des variations énormes. Donc il faudrait, les mauvais spermes, il faut absolument les contrôler. Parce que vous pouvez le refaire une semaine après, vous trouvez un sperme tout à fait normal. Donc ne vous fiez pas à une anomalie sur un seul examen. Répétez l'examen, absolument. La numération, cette étude Paulsen l'a montré. Et puis la mobilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de facteurs qui peuvent être la cause d'une erreur de laboratoire. Bien sûr, on n'a pas vérifié l'abstinence. Quand il est prolongé, il y a une chute de mobilité. On ne s'est pas assuré de la nature du lubrifiant. S'il n'est pas fourni par le labo, normalement il doit être fourni par le labo, il doit être bien sûr fait pour ça. Une huile non toxique. Les conditions analytiques, par exemple, si on ne travaille pas en platine chauffante, c'est pas bon. Le volume de la goutte, la température ambiante du labo, s'il fait très froid. Les lieux de mission, bien sûr, j'en ai parlé, les modalités d'émission en rapport au préservatif. S'il y a préservatif, faites attention, il y a des préservatifs, il doit être sans spermicide, parce qu'il y a beaucoup de préservatifs qui sont avec spermicide. Donc faites attention. S'il vous dit que je recrute avec un préservatif, ça veut dire que vous aurez 0 mobilité. Les conditions d'acheminement, le temps écoulé, lecture manuelle ou automatisée, là aussi c'est important parce que s'il n'y a pas de technicien qualifié, est-ce qu'il y a un système automatisé? Donc forcément l'erreur peut provenir d'un manque de qualification de la personne. L'évaluation subjective de la séparation des mobilités A plus B, c'est très important. Quand il y a une mobilité A très basse, moi ce que je fais, je remets la lame sur une platine chauffante à 37, je la laisse chauffer un peu, je la relie par une autre personne. Parfois, je trouve des écarts jusqu'à 10%. Donc faites attention. Pour la mobilité A, assurez-vous que la lame est chaude et que la platine chauffante, elle a bien chauffé. C'est très important, la température dans l'évaluation de la mobilité. Donc, s'assurer du respect des procédures. Le bilan infectieux, bien entendu, s'il y a une spermoculture, vous aurez bien entendu, s'il y a des germes, vous aurez une mauvaise mobilité. Donc, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'un problème infectieux derrière. Faire une test de migration survie pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Mais les mobilités, c'est un problème quand même qui est sujet à le plus d'erreurs possible. Surtout quand il y a aussi des problèmes immunologiques. La présence d'anticorps antispermatozoïdes peut également être à l'origine d'une perturbation de la mobilité. Ici, je donne un exemple d'un sperme. Regardez, par exemple, il y a un seul spermatozoïde mobile sur toute la lame. Pourquoi? La personne, quand j'ai cherché, regardez, il a moins de 1%. Quand j'ai demandé à répéter le sperme, la personne a utilisé la salive comme lubrifiant. La salive est très toxique. Quelqu'un du laboratoire ne lui a pas donné le lubrifiant et il a utilisé sa salive, c'était ça. Quand on lui a donné l'huile non toxique, c'était un sperme tout à fait normal. Donc faites attention à même la nature du lubrifiant. C'est pour cela que je disais les erreurs peuvent provenir. La majorité des erreurs, c'est l'étape préanalytique. C'est la même chose. Donc ici, le cytogramme, là je ne vais pas aller très loin. C'est juste pour vous dire que il y a une étude qui a essayé d'évaluer l'origine des perturbations du cytogramme. Et donc il y a plusieurs problèmes possibles, hormonaux, génétiques, etc. Mais la majorité des problèmes liés à la morphologie sont malheureusement notre hygiène de vie, le stress oxydant, l'alimentation déséquilibrée, l'environnement toxique. C'est l'une des causes principales d'une dénaturation de la qualité de la spermiogénèse, de la spermatogénèse, qui fait qu'on a une tératospermie à la fin. Donc il faut absolument corriger ce stress oxydant qui peut avoir plusieurs causes, des maladies, des infections, etc., la cigarette, l'alimentation, etc. Mais ça, c'est la cause principale. Je l'ai encadré en rouge parce que c'est la cause majeure de la tératospermie perturbée qu'on trouve souvent. Donc l'interrogatoire est toujours utile. À noter aussi que dans les pyospermies, c'est-à-dire dans les spermes, dans les spermogrammes qui dépassent 1 million de leucocytes, il n'y a que 30%
qui présentent une spermoculture positive. Donc 70%, n'essayez pas de trouver, il n'y aura pas de germe. Donc c'est très important à retenir parce que le médecin, il faut lui dire que oui, on peut avoir cette leucospermie sans germe. Et dans ce cas, il faut traiter de deux façons. Soit il y a ce qu'on appelle des signes cliniques, des douleurs pelviennes, une interleukine 8 élevée, oui, en haut, il faut traiter par l'antibiothérapie directement. Par contre, s'il n'y a pas de ces signes-là, et si on revérifie une deuxième fois une leucospermie élevée, là, on donne des anti-inflammatoires pendant au moins 2 semaines, et on revérifie si les leucospermies persistent, on ajoute l'antibiotique. On garde les anti-inflammatoires et on rajoute l'antibiotique. Mais n'espérez pas une disparition rapide de la leucospermie. On peut traiter par prudence, oui, mais n'espérez pas une disparition définitive de la leucospermie parce qu'elle peut persister des mois et des mois. L'essentiel, c'est après une cure de sperma d'antibiotiques, on a nettoyé la sphère, on peut faire une AMP, on peut faire des choses. On a supprimé l'origine, même si la leucospermie tarde à disparaître. Là, ici, c'est un excellent travail qui a justement montré quand vous avez une perturbation dans un paramètre. Quand est-ce refaire le sperme? Par exemple, dans le volume, il parle de la correction du paramètre a lieu en moyenne après 2 semaines. Dans la concentration, la correction du paramètre a lieu après 5 semaines. C'est-à-dire que si vous avez une numération perturbée, vous essayez de corriger ça, ne faites pas contrôler après 5 jours. Vous risquez de trouver la même numération. Mais pour avoir une différence significative, attendez 5 semaines. Pour la numération, 4 semaines. Pour la concentration, donc 5 semaines. Pour la mobilité, 1 semaine. Mais pour la morphologie, il faut attendre un cycle de spermatogénèse, c'est-à-dire 9 semaines à peu près. Donc pratiquement pour pouvoir modifier un peu, pour pouvoir évaluer la différence, si la différence est significative. C'est-à-dire qu'il y a eu une erreur, ou pas, ou peut-être qu'il y a eu un problème qu'on a corrigé. Pour pouvoir évaluer cette correction, il faut attendre un minimum. Cet article, il est très bien fait, il est récent, mais ça nous permet de voir à peu près, de voir à quelle fréquence on peut vérifier un spermogramme. Pardon ? C'est des semaines, ça, c'est des semaines. Mais ça, de toutes les façons, je pense que j'ai modifié beaucoup de choses. Dans ces trucs-là, on va vous l'envoyer par mail encore. C'est un complément, parce qu'il ne figure pas... la version qu'il y a, je pense, sur le mail, elle est ancienne, celle-là, elle est actualisée. Et donc, je vais vous l'envoyer, je vais la donner, on va vous la renvoyer. Ça, c'est juste un article, parce qu'on a publié un article en 2018 qui montre que la majorité des infertilités masculines après 40 ans, c'est des problèmes liés à l'ADN spermatique. Des problèmes d'anomalie de l'ADN spermatique. Même s'il y a une numération normale, même si tout ce que vous voulez, après 40 ans, il y a une fragmentation très élevée qui fait que l'ADN est perturbé et donc il n'y a pas que l'enfant tarde à venir. Donc d'origine est essentiellement épigénétique. La vérité, le contrôle qualité, je ne vais pas en parler parce qu'il y a Achraf qui va en parler, mais je pense qu'il vaut mieux en parler après une pause café. Là, vous êtes un petit peu fatigué, il est presque 11 heures. Pas la peine parce que depuis 9 heures que la majorité sont concentrés. On va faire une pause café. On va faire un atelier pratique. L'après-midi, on va terminer par le contrôle qualité, par les inséminations, par la fragmentation de l'ADN, par beaucoup de choses sur le sperme. C'est ce que je vous propose. Merci.